De nos jours, on pourrait croire que les droits de la femme et de la jeune fille sont totalement respectés. Pourtant, dans certaines de nos contrées, plusieurs jeunes filles continuent de subir les mutilations génitales au nom de la tradition. Que faut-il savoir sur ces pratiques totalement inhumaines? Nous vous disons tout juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Aujourd'hui avec moi sur le plateau, j'ai le docteur Frédéric Abalo, gynécologue obstétricien. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et nous avons madame Rachimini Malam Moumouni, consultante genre en DSSR. Ah, j'ai réussi le pari. Alors, vous pouvez nous dire un peu c'est quoi une consultante genre en DSSR? Une consultante genre en DSSR est la personne qui, par exemple, s'assure que les utilisatrices, par exemple, les femmes concernées par les droits à la santé sexuelle et reproductive ont accès à l'information, aux services et ne sont pas discriminées sur les lieux de prestation de services, par exemple. Donc, c'est de s'assurer, par exemple, sur des projets de développement que les concernées elles-mêmes sont impliquées et participent activement à la solution idoine trouvée pour remédier aux problèmes qu'elles font face. Ça fait toujours chaud au cœur de rencontrer des dames qui sont très intelligentes et qui ont le verbe facile. Bonsoir madame et bienvenue. J'avais omis de vous accueillir. Merci. Alors, nous avons posé la question à la population pour savoir ce qu'ils pensent du sujet du jour. Nous suivons l'élément puis nous revenons pour le sans tabou. Je ne suis pas pour l'extinction. Et moi, ce qui ne me plaît pas dedans est que c'est quelque chose de la femme et on ne doit pas faire ça. Ce n'est pas bien pour les hommes, c'est quoi, mais pour nous les femmes, moi je vois que ce n'est pas bon. Parce qu'au moment que j'étais au Bénin, j'ai raconté certains cas et ça a porté malheur. C'est là que je vois que vraiment ce n'est pas quelque chose de si bon. Mais chez nous, on ne fait pas. Je suis contre. Bon, en tout cas, je ne sais pas, comme moi je suis chrétienne, je ne sais pas. Bon, quand nous entendons que chez les musulmans, d'autres font ça, après maintenant il y a l'hémorragie et autres, tout ça là, moi, ça m'a fait quelque chose dans le corps, quoi. Mais bon, je ne suis pas pour quand même. Et surtout aussi, il y a souvent sur les médias, l'OMS et autres, tout ça là, qui disent de ne pas faire ça. Donc moi je trouve que vraiment, il faut cesser l'excision, c'est pas bon. J'ai une amie avec qui j'ai eu à causer un peu. Elle était dans le cas, on l'a coupé le clitoris. Et sa vie sexuelle, c'est pas du tout bien. Elle ne ressent rien, elle n'a pas le plaisir. Elle est juste là. Alors docteur, quand parle-t-on de mutilation génitale? Les mutilations génitales, ce sont les interventions visant à l'ablation d'une partie ou de l'intégralité de l'organe génital féminin. Donc, ablation, c'est-à-dire couper. Donc, cette mutilation, c'est toute intervention qui va mener à ce qu'on coupe une partie ou la grande partie, en tout cas, de l'organe génital féminin. Et cela constitue une mutilation génitale. Au niveau des femmes? Oui, féminin. D'accord. De toute façon, quand on dit mutilation génitale, c'est plus au niveau, voilà, c'est plus au niveau des femmes. D'accord. Mais quand vous dites couper une partie ou l'entièreté du sexe de la femme, c'est quoi? Pour le sexe de la femme, il y a les lèvres, les grandes, les petites, le clitoris. Bon, quelle partie exactement est-ce qu'on coupe? Quand c'est partiel ou quand c'est total? Oui, l'organe génital féminin, surtout externe, c'est l'organe qui est le plus concerné dans cette mutilation génitale. Nous avons 6 différentes parties. Donc, du mont de Vénus au clitoris, qui est recouvert par sa peau qui constitue le gland. Après, les grandes et les petites lèvres, les 2 orifices urétral et vaginal. Et ensuite, nous avons le vestibule, la fourchette vulvaire qui est là. Donc, toutes ces parties peuvent être touchées
lors d'une mutilation génitale. D'accord. Et est-ce que après les avoir coupés, il y a une opération chirurgicale, je vais dire, enfin, est-ce qu'on les recoupe? Ou on coupe et on laisse cicatriser comme ça? Oui, dans la mutilation génitale, justement, en fait, c'est ça. On enlève la partie qu'on veut et on le laisse cicatriser. C'est comme on crée une plaie qui va après être cicatrisée et finir. La partie là n'existe plus en fait. En voyant, on ne voit plus les différentes parties telles que nous venons de citer. D'accord. Et Madame Rachimi, quelles sont les motivations qui peuvent pousser les personnes à pratiquer ce genre de trucs sur les femmes? Les motivations sont diverses et variées selon les milieux. Mais la motivation qui revient le plus souvent, c'est le contrôle du corps de la femme. De s'assurer qu'elle ne pratique pas le sexe avant de rentrer dans le mariage. Et même quand elle rentre dans le mariage, de s'assurer de sa fidélité. Et aussi la question de la descendance, s'assurer que les enfants nés dans ce mariage sont du monsieur parce qu'elle a été fidèle. De toute façon, quand on est contraint de connaître que le seul partenaire, d'accord. C'est donc au nom de la tradition, en fait, qu'on perpétue ce genre d'activité. Au nom de la tradition, actuellement, oui, je peux dire que c'est au nom de la tradition, au nom de l'appartenance, parce que certaines cultures s'identifient, conçoivent cette pratique comme identitaire à leur culture. Donc, quand on laisse des parties de ça, ils se sentent un peu comme mutilés d'une certaine partie, d'une certaine manière. Donc, cette pratique est partie intégrante de leur culture, de leur tradition. Sauf que j'aime bien l'autrice Constante de ce livre qui dit « Les traditions prêtaient statut de la femme à l'épreuve du culturel ». Dans ce livre, elle dit que la mutilation génitale féminine est une pratique du Yémen qui date du Moyen-Âge et que ce n'est qu'au 7e siècle que c'est arrivé en Afrique. Ça veut dire que ce n'est même pas une pratique africaine. Et de base, ce n'est même pas une pratique africaine. D'accord. Et c'est d'autres utilisent la religion pour justifier cela, mais dans les livres saints, il n'y a aucune partie où c'est écrit. Oui, il y a cette recommandation. D'accord. Donc c'est juste les hommes qui, à un moment, décidaient qu'il faut contraindre la femme à être fidèle et n'ont trouvé qu'un seul moyen, la mutilation génitale. Je vais dire, c'est le patriarcat, parce que dans le patriarcat, il n'y a pas que les hommes, même si majoritairement c'est les hommes. C'est un système qui veut contraindre à la femme d'être soumise, de rester dans son coin sans pour autant se faire valoir. Donc, dans ce système, la femme est catégorisée comme une propriété de l'homme, que ce soit de son père, son mari ou de son frère. Et la valeur de la femme se résume au mariage et à la procréation. Du coup, pour être éligible à ce mariage-là, il faut suivre les règles mises en place par le patriarcat. Et pour être éligible au mariage, il faut suivre aussi ces règles-là. Et c'est les hommes qui sont au-dessus de la structure traditionnelle du mariage. Ce qui veut dire qu'il y a certaines femmes garantes de ces traditions-là qui peuvent se réjouir du fait que cette tradition se perpétue dans le temps. Si les femmes s'en réjouissent, je ne dirais pas forcément cela. Parce que pour ne pas faire objet d'exclusion dans la société dans laquelle elles vivent, elles sont contraintes de perpétuer les traditions qu'elles ont connues. Même si au fond, elles ont mal. Parce qu'elles ont eu à vivre ça aussi, elles ont mal. Mais pour pouvoir appartenir à la société dans laquelle elles sont obligées de suivre ces règles-là, se soumettre à suivre ces règles-là pour ne pas faire face à la répression des hommes dans la société. Et comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, en 2024, avec toutes les avancées qu'il y a eu, ces pratiques-là continuent d'exister dans certaines contrées? C'est intéressant parce que j'ai lu le rapport de l'UNICEF du 8 mars 2024 qui dit « Plus de 230 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont subi des mutilations génitales féminines. » Genre, le rapport de 8 mars 2024, cette année. C'est incroyable parce que les sensibilisations, les travaux que les organisations ont eu à faire
certes, ont un peu porté leurs fruits, mais ce rapport dit en plus que la mutilation génitale féminine a augmenté de 15% il y a de cela, genre, 8 ans. C'est-à-dire, l'ancien rapport date d'il y a 8 ans. Bon, je ne dirais pas l'ancien rapport, mais l'ancienne évaluation date d'il y a 8 ans. 8 ou 7 ans. Et que ça a augmenté de, 8 ans. Et que ça a augmenté de 15% cette année. La mutilation a augmenté de 15% cette année. Alors que normalement, on devrait observer une régression. Oui, voilà. Donc, il y a un documentaire intéressant aussi qui est passé sur Brut et une recherche qui a été faite en Côte d'Ivoire où le clitoris considéré comme sale étant sur le corps de la femme, parce que l'une des raisons pour lesquelles on pratique l'ablation, c'est pour purifier la femme, pour la rendre propre, etc. Ce même clitoris-là est utilisé pour des pratiques mystiques. D'accord. Et est vendu très cher. Ce qui veut dire que notre clitoris vaut de l'or. Je t'assure. C'est-à-dire que les bonnes femmes, genre les féticheurs et tout, l'utilisent pour des pouvoirs, des hommes qui ont envie d'avoir des postes de responsabilité, avoir plus d'influence, même pour le filtre d'amour. Ils utilisent ça aussi comme filtre d'amour. Bien élective, mais filtre d'amour. Bon, oui, c'est ça. C'est possiblement la même chose. Oui. Du coup, je me dis, à quel moment est-ce que un truc censé être impur sur le corps d'une personne, une fois que c'est enlevé, on peut l'utiliser. Donc, c'est le fait que ce soit sur la femme qui le rend impur, alors. Donc, il faut voir le double commerce qu'il y a à ce niveau. Déjà, pour faire l'ablation, il faut payer la personne qui fait l'ablation, n'est-ce pas? Maintenant, après, la personne garde le corps enlevé, maintenant, et le revend. D'accord. Et d'après ce documentaire-là, c'est vendu à 75 000 francs, quand ce n'est pas encore traité. Et quand c'est séché, genre, ça prend 2 mois pour sécher. Après, il l'écrase avec un caillou. C'est tout un traitement, en fait, pour aboutir à un produit fini. Produit fini, qui est vendu entre 65 000 et 100 000 francs. Tu vois un peu le gain pécunier qu'il y a derrière cela. Le marché ou le commerce du clitoris. Mais c'est aberrant qu'en 2024, que ces pratiques-là existent. Je m'attendais à ce que vous nous dites que non, il y a une régression, les sensibilisations ont porté fruit et autres. Mais nous allons revenir. Pour l'instant, nous tournons vers le docteur. Et dites-moi, est-ce qu'il y a plusieurs formes ou types de mutilation génitale? Et est-ce que, je ne sais pas comment le dire, est-ce que ça se pratique aussi à l'hôpital? Merci pour la question. Non, je vous en prie. Est-ce que ça se pratique à l'hôpital? J'aimerais bien commencer par cette question. D'accord. Je dirais non. D'accord. Non. Déjà, au Togo, c'est en 1998 que la loi interdisant formellement la mutilation génitale a été votée. Donc déjà, les personnels médicaux ne peuvent pas pratiquer cela. En fait, cette mutilation est pratiquée en fait de génération en génération, comme on vient de le dire, et ce sont des inciseuses traditionnelles, elles sont spécialisées en cela, en fait. Et donc, la mère va transmettre cela à sa fille, et donc, elle aussi doit le faire. Donc, on la connaît d'un milieu que elle, c'est l'inciseuse. Et donc, elle aussi a le droit de transmettre ça à sa génération. Et donc, ce qui fait que, en fait, ça continue. Ça se perpétue. Oui. Mais est-ce que les conditions dans lesquelles ces mutilations génitales sont pratiquées ne pourraient pas être remises en cause, notamment au sujet de l'hygiène? Oui, justement, en fait, c'est là-bas que constituent en fait les dangers des mutilations génitales féminines, l'excision communément. Voilà, c'est là-bas que résident les conséquences, parce que les matériels utilisés ne sont pas stériles, avec les infections et autres qui en découlent. Ce sont les conséquences immédiates, à court terme, qu'on observe généralement à cause des matériels, l'hygiène qui n'est pas du tout respectée quand elles sont en train de proposer cette action. Surtout que je me dis qu'à l'hôpital, avant toute intervention qu'on appelle chirurgicale, voilà, merci pour le mot, le corps est étudié, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des terminaisons nerveuses, est-ce qu'il y a des veines et autres, avant de savoir comment couper et voilà comment le faire. Mais dans l'incision, enfin les mamans au village, voilà le clitoris, il faut couper, on coupe. Est-ce que ce n'est pas aussi mettre en danger la santé des jeunes filles qui subissent ces pratiques-là? Oui, cela, comme je viens de dire, cela nous amène aux conséquences en fait de ces mutilations qui se passent. Parce que les inciseuses aussi ont vu ça chez leur mère. Ah, c'est comme ça se fait.
Et donc, on voit le clitoris, les grandes lèvres, elles savent exactement ce qu'il faut couper. Bon, et Pour laisser une jolie cicatrice. Voilà, et elle laisse l'essentiel, le trou va sortir sur tous les règles. Voilà, elle laisse juste cela. Et c'est bon. Donc, pour elle, bon, je sais ce que je vais aller couper. Donc, je m'en vais, j'enlève cela, ce qui nous amène à parler des types, pour ta première question. Oui. Nous avions avant parlé des parties de l'appareil génital externe surtout. Et donc, le premier type, si je peux le dire, type 1, c'est quand on enlève le clitoris, le gland de clitoris. Parce que le clitoris, en fait, c'est un petit organe qu'on voit, mais l'extérieur, c'est juste la partie visible de l'iceberg, en fait. Donc, le clitoris va jusqu'en profondeur, Oui, à l'intérieur du vagin. Oui, descend même jusqu'un peu vers la fourchette vulvaire, si je peux le dire. D'accord. Donc, c'est du haut, ça descend un peu. Donc, c'est juste le gland, cette petite partie qu'on voit. C'est pourquoi je dis que c'est la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y en a encore. Voilà. Et donc, c'est la partie visible là que ces exercices coupent avec le gland. Du type 1. Voilà, type 1. Ils coupent juste cela. D'accord. Et puisque nous savons que le clitoris rentre pleinement dans la sexualité de la femme, comme on vient de le dire, pourquoi ça se fait? Il se dit, ah, si nous coupons cela, ça va diminuer la sensibilité et alors la fille, voilà, ne va pas découcher, et autres. Maintenant, dans le type 2, on s'en va non seulement couper le clitoris, le gland du clitoris, mais on coupe aussi les petites lèvres. Voilà, on touche aussi aux lèvres. Et dans le type 3, qui est encore plus grave, l'infibulation, si on coupe tout, mais on se dit, OK, on va rétrécir un peu l'orifice vaginal. Donc, on coupe et maintenant, on rattache un peu les deux berges en haut, laissant un petit trou juste là où va s'écouler les règles en attendant, puisque les règles doivent sortir. On ne doit pas tout fermer. On doit laisser le passage aux menstruations. Voilà. Donc, c'est là, on coupe, mais on suture encore, on rattache les deux berges, afin que la plus grande partie, voilà, puisse être fermée et laisser juste une partie pour l'écoulement des menstruations. Donc, voilà, le type 4, maintenant, c'est toute autre intervention qui sera faite sur l'appareil génital externe, qui n'est pas médicale, dont voilà, l'indication n'est pas médicale. Voilà, c'est le type 4, les piercings, tout voilà, qu'on fait sur l'appareil génital externe. Voilà les 4 types qu'on a. D'accord. Madame, dans le développement du docteur, il a dit qu'on coupe le clitoris, le type 1, j'entends par là, pour les sensations, pour diminuer les sensations au niveau des activités sexuelles de la jeune fille. Or, dans les études, on nous apprend que les mutilations génitales sont pratiquées entre l'âge de la naissance à 15 ans. Alors, est-ce qu'une jeune fille dans cette fourchette d'âge connaît déjà c'est quoi le plaisir sexuel? Et pourquoi est-ce qu'on lui fait subir? Je me dis encore qu'une fille volage, on dit ok, elle se promène trop, on le lui coupe pour qu'elle reste tranquille, je comprends. Mais des jeunes filles entre 0 et 15 ans ne connaissent pas vraiment c'est quoi le plaisir sexuel. Alors pourquoi est-ce que ces pratiques sont dirigées vers cette cible-là? Cette pratique est dirigée vers cette cible pour garantir la chasteté de la femme jusqu'au mariage. Et je vais ouvrir une petite parenthèse pour revenir à l'infibulation dont il a parlé. C'est qu'on coupe, reste une petite orifice et le jour du mariage de la fille, on ouvre. Et elle doit coucher avec son mari ce même jour-là. Genre, ce même genre. C'est horrible en fait. J'entends par là que quand on coupe, il y a une plaie. Oui, et on recoue en même temps. Le jour de ton mariage, tes tantes viennent te chercher, on t'amène dans un coin, on enlève genre les fils, tu as la plaie et tu es obligé de coucher avec ton mari le jour-là. Et ça, en fait, c'est l'honneur de la famille. C'est pour dégoûter carrément la femme. C'est fait pour préparer la femme. D'abord, dans certaines cultures, c'est un peu comme un passage de l'enfance à l'âge adulte. Et c'est fait pour montrer à la femme la vie de foyer qui l'attend. Genre, oui. Qui n'est que souffrance et grincement de dents. Bon, est-ce que... Oui, souffrance d'une certaine manière, mais aussi pour la préparer à la maternité. Pour lui dire, OK, genre, tu es passé de l'enfance
à l'âge adulte, voilà ce qui t'attend. Genre, la vie de la femme, c'est la souffrance, tu vas enfanter, tu dois telle chose. Vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est pour décourager ou s'assurer que la fille, genre notre fille, se marie vierge. Elle se marie avec honneur. Et la dot de ce genre de personnes n'est pas la même que celles qui n'ont pas été excisées. Et dans certaines cultures même, si tu atteins un certain âge, genre si on découvre que tu n'as pas été excisé dans ton enfance, avant d'accéder au mariage, on te l'exige. Soit c'est ta belle famille, soit c'est tes oncles. Bon, en tout cas, la société dans laquelle tu vis te l'exige. On a connu des dames comme ça, mariées, avec des enfants, mais parce que dans son foyer, sa coépouse, genre, lui lance des mots, elle est partie se faire exciser. Genre, c'est une grande dame. Juste pour se conformer aux attentes de la société. Donc, vous voyez à quel point c'est ancré dans certaines traditions. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Très dommage. Parce que on aurait cru comprendre que toute la vie de la femme se résume à la souffrance, à la soumission, à subir tout ce que le patriarcat veut d'elle, en fait. Elle n'a pas son mot à dire. Même pour le plaisir sexuel que Dieu nous a donné gratuitement, on nous l'enlève. Tu ne dois pas ressentir du plaisir. Tu es qui pour ressentir du plaisir? Pourtant, tout est fait pour que le monsieur en face ressente tout le plaisir possible. On était à un atelier, on a reçu des témoignages où un monsieur a dit qu'il aime les femmes excisées parce que quand il touche la partie de la cicatrice et que c'est lisse, il adore ça. Est-ce que c'est pas un psychopathe, docteur? Qu'il adore ça. Ça veut dire qu'il en a connu plusieurs. Parce qu'il ne peut pas se baser sur une expérience. Ce monsieur, peu importe la déconstruction qu'on va faire sur lui, ça va prendre du temps. Parce que même le travail de déconstruction prend du temps. Parce que comme je l'ai dit, c'est au 7e siècle que c'est arrivé en Afrique. Donc, c'est pas à 5-10 ans qu'on va arrêter immédiatement. Donc, c'est déconstruire énormément pour dire que la valeur de la fille ne se base pas forcément sur ça. La preuve, vous dites que c'est impur, etc. Mais en même temps, même qui te l'a utilisé à des fins mystiques, et vous en êtes fiers. C'est recherché même sur le marché. Sur le marché. Comme une denrée de première nécessité. Alors, docteur, j'ai connu une camarade de classe qui s'est mariée jeune quand on était sur les bancs. Et lors de la nuit de noces, je ne sais pas si ça a été un oubli ou quoi, ne sachant pas plutôt qu'elle a été excisée, s'est livrée à son homme. Mais je crois qu'elle a subi le type 3. Avec, je ne sais pas si tu dois dire avec couture ou avec fermeture, voilà. Ouais. Et ça lui a laissé des dégâts. Et la nuit de noces s'est changée en un cauchemar où elle a été hospitalisée. Ce qui m'emmène à vous demander quelles sont les complications qui peuvent découler des mutilations génitales. Bien. Pour les conséquences, nous avons plusieurs ordres de conséquences. Il y a les conséquences que je peux appeler médicales, et après, les conséquences aussi psychiques, psychologiques. Bien. Maintenant, quand nous avons déjà cette femme-là qui est excisée, déjà sur le plan sexualité, elle n'arrive... Bon, pour elle, la sexualité, c'est peut-être juste pour faire les enfants. Elle ne sent pas ces sensations fortes et autres. Voilà. Et juste, c'est ça. Et donc, ce n'est pas pour elle... une partie de plaisir, comme on pourrait le dire. De notre côté, comme on l'avait dit, l'incision se fait avec une manque... douteuses. Oui, tellement qu'il y a des infections à répétition. Ce qui fait que la bonne dame aura des infections urinaires à répétition. Ces infections peuvent même aller touchant ses appareils génitaux autres, qui fera plus tard, même avec les trompes bouchées, et allant vers l'infertilité. D'accord. Puisque les infections entretiennent tout cela. Et maintenant, à répétition. Oui, à répétition, on peut aller même vers l'infertilité. Et donc, de l'autre côté, nous savons aussi, cette dame-là qui est ainsi excisée, comme vous venez de le dire, les rapports sont tellement traumatisants, mais cette dame, on doit l'hospitaliser et arranger un peu là-bas. Vous voyez. Donc, à l'accouchement, parfois, il y a de ces genres de déchirures aussi qui arrivent. Justement, avoir l'exemple, on peut imaginer un peu aussi à l'accouchement. Et maintenant, l'ordre psychologique, voilà ce qu'on dit, et on vient de le dire, tout est cauchemar. Pour cette dame, pour la première fois, qui se retrouve à l'hôpital, est-ce qu'il va encore s'adonner à cœur joie à son mari? Avoir envie de son mari? Non.
Voilà. Et ça va prendre du temps pour reconstruire cette dame-là, que dit non, la sexualité aussi, c'est pour le bien-être de la femme. Ça va prendre du temps. Voilà toutes ces conséquences, hein, surtout à long terme qu'on a, qu'on se dit non, il faut vraiment que les mutilations génitales s'arrêtent. D'accord. Et est-il possible un retour à la normale pour une femme ayant subi des mutilations génitales? Je vais dire non. D'accord. Parce que Parce ce que Dieu que me c'est m'a possible. créé, on coupe. Mhm. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la chirurgie plastique Mhm. qui se fait. Maintenant, par exemple, le clitoris, je viens de dire qu'il y a une grande partie qui est en dessous. Mhm. On a enlevé le gland. C'est vrai, dans la chirurgie de reconstruction, on va refaire sortir un peu, mais ce n'est pas à Elle pourrait l'état pas être identique initial, à ce non. on a trouvé à la Au niveau naissance. des lèvres qu'on a enlevées, on va aller prendre une autre partie du corps pour venir greffer et arranger. Mais ça ne sera jamais plus à l'état initial. C'est vrai, oui, quelque chose peut être fait et ça se fait, la chirurgie réparatrice, ça se fait, mais ce n'est plus comme avant, au naturel. Mais la chirurgie plastique a toute sa place quand la chirurgie réparatrice, quand on le fait, la femme est vraiment satisfaite. Est vraiment satisfaite. Ouais, satisfaite d'un point de vue esthétique, je vais dire. Mais est-ce que du point de vue sensationnel, il y a possibilité d'un retour à la normale? Oui, la plupart des témoignages des dames excisées hein, qui ont subi cette chirurgie de réparation pour leur sexualité, je dis oui, ça va. Ça va par rapport à ce qu'on a connu avant. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes excisées sont dans leur monde. Elles ne connaissent pas comme c'est fait depuis l'enfance. Oui. Donc, pour elles, c'est la norme. Elle ne connaît pas autre chose, que ça. Voilà, de ce que lui sert son bourreau de mari. Voilà. Je vais le dire comme ça. Donc, c'est quand elle quitte et va dans un autre milieu, découvre d'autres femmes. C'est comme il y a quelque chose. Loin d'écrit. J'ai des papillons dans le ventre, tout ça, elle comprend pas. C'est là-bas que tu dis, donc ce que je connais comme normal là, bon, celle-là, c'est ce qu'on il y a quelque décrit. chose. Et pas méga, si tu tombes sur vrai, tout ça, dis, moi j'ai pas ça. Et c'est là-bas que tu te rends compte qu'en fait, c'est moi le problème. Quelque chose a été fait depuis l'enfance. Parce que dans leur coutume, bon, c'est normal, ça doit être fait, voilà pourquoi tu le feras à ta fille aussi. Donc, c'est la norme. Maintenant, c'est quand ils vont dans un autre milieu, rencontrant d'autres femmes, qu'ils se rendent compte que non. Voilà. Et avec la chirurgie réparatrice, voilà, elles sont quand même satisfaites. D'accord. Oui. Heureusement d'ailleurs que vous êtes là pour sauver ces dames. Alors, nous allons à la publicité, puis nous revenons tout de suite. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. Alors, Madame Rachini, nous sommes de retour sur le plateau et j'ai envie de vous demander, est-ce que l'excision est le seul moyen de maintenir la jeune fille vierge jusqu'au mariage, vu que c'est l'un des excuses qu'on avance pour pratiquer ça? Moi, j'aimerais déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on exige à la jeune fille de rester vierge jusqu'au mariage. Qui dévierge les jeunes filles? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce travail sur les deux sexes? Pourquoi est-ce que, si on s'attend à ce que la jeune fille se marie vierge, on doit sensibiliser aussi les jeunes garçons de ne pas coucher avec les jeunes filles.
Et comme Parce que- ça, Et comme ça, il n'y aurait pas de parité. problème. Il y aurait pas de problème dans la société. Donc, moi, je me dis, tu commences par l'éducation sexuelle complète. D'accord. Il faut que chaque être humain connaisse son corps et son fonctionnement. Mhm. Quand on parle d'éducation sexuelle complète, les gens s'imaginent qu'on part, parce que je fais ça dans les écoles et dans les milieux un peu reculés, D'accord. les gens s'imaginent qu'on part apprendre aux jeunes à coucher. Mhm. Déjà, il faut connaître ton propre corps, comment il fonctionne. Comment est-ce que, quand tu commences par rentrer dans l'adolescence, quels sont les signes de différence que tu remarques sur ton corps? Mhm. Ou aller avoir l'information sur ton corps, sur ta sexualité, comment est-ce que ton corps fonctionne. Mhm. Et comment t'assurer que les informations que tu as sont les bonnes et les services dont tu as besoin sont à ta disposition. Tout ça, c'est des choses qu'on doit garantir aux jeunes pour qu'ils puissent, s'ils le veulent ou non, rester vierges jusqu'au mariage, prendre des décisions responsables sur leur corps. D'accord. Donc, si je comprends, c'est leur donner les bonnes informations et les voies et moyens qui existent pour que, au jour de la prise de décision, qu'ils puissent le faire en toute connaissance de cause. Oui. D'accord. Et le faire de façon très responsable. Mhm. Et donc, ces sensibilisations peuvent aussi emmener une jeune fille à prendre la décision de rester vierge jusqu'au mariage, Oui. sans forcément passer par la case des mutilations génitales. Oui, pour moi, en fait, c'est bafouer le droit de la personne en l'obligeant, genre, en la faisant subir une ablation physique sur son corps sans son consentement. Oui. Parce qu'on sait que tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est contre moi. Oui. À quel moment est-ce qu'elle donne sa décision? Si elle a grandi et qu'en toute connaissance de cause, elle se dit, OK, moi, je préfère avoir mon sexe de cette manière-là, et qu'elle part elle-même faire son truc à l'hôpital, médicalisé, là, c'est elle qui a pris sa décision. Mais ce n'est pas des gens externes qui ont pris la décision à sa Qui place. lui ont imposé. Imposé. Des fois, les jeunes filles ne savent même pas parce que c'est fait très tôt. C'est fait entre l'enfance et l'adolescence. Oui. Donc voilà, Donc, l'éducation j'entends sexuelle par là même que le fait de rester vierge jusqu'au mariage doit être une décision personnelle. La rigidité doit être une décision personnelle. Et ça n'incombe pas que à la fille. Parce qu'elle couche avec qui, en fait? Avec des hommes. Voilà. Du coup, ça doit être des deux côtés. Si on sensibilise les jeunes filles sans les jeunes garçons, bah... Et dans certains milieux, pour garantir cette virginité jusqu'au mariage, les gens vont faire autre chose. Il y a d'autres orifices du corps humain. Donc, ils s'en vont faire autre chose. Que nous n'allons pas citer. Que nous n'allons pas citer. Oui. Donc, vous voyez à quel point ça entraîne la dépravation. Oui. Du coup, ce n'est pas en empêchant ce qu'on évite par devant, on l'a ailleurs. Sur le côté ou pas Du coup, ce derrière. n'est pas en empêchant aux jeunes d'avoir l'information qu'ils n'iront pas faire de n'importe quoi. Plutôt leur donner l'information. Où est-ce qu'ils peuvent aller avoir le service dont ils ont besoin. La bonne information, les services et la disponibilité du plateau technique. Parce que j'ai travaillé aussi dans le centre hospitalier. Je sais que les spécialistes de la santé souffrent aussi de la disponibilité du plateau technique. Pour pouvoir... Oui. Du coup, tout ça est important pour garantir les droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes. jeunes filles. Oui. D'accord. Et est-ce que toutes les femmes excisées connaissent leur statut, je vais dire? Certaines ne savent même pas comment doit se présenter l'appareil sexuel de la femme. Certaines ne savent même pas. Donc, elles ne savent même pas s'il y a quelque chose qui manque à l'appel ou pas. Elles ne savent pas. C'est peut-être dans les discussions, peut-être au marché, dans les mariages, dans les baptêmes. Genre, bon, il y a certaines femmes un peu ouvertes qui vont dire, OK, moi, hier, avec mon mari, voilà. Et puis l'autre, genre, elle est étonnée d'apprendre ça. D'apprendre. Elle pose plus de questions. Et si l'autre est disponible à lui répondre, elle lui donne l'information. Et c'est aussi là où je parle d'avoir les bonnes informations. Parce que l'éducation sexuelle complète peut se faire en famille, dans la communauté. C'est pour ça qu'on a besoin des leaders religieux aussi qui puissent nous aider dans la communauté, dans les centres de santé, sur les radios, sur des émissions comme la vôtre, pour que les gens puissent avoir la bonne information, pour que lorsque la dame qui ne comprend forcément pas français, il ne peut pas écouter par exemple notre émission, que l'autre qui a pu avoir l'information puisse lui transmettre la bonne information. D'accord. Voilà. Et j'aimerais savoir, est-ce que tes guides religieux, quand vous les approchez pour les sensibilisations, est-ce qu'ils sont ouverts à la discussion? Est-ce qu'ils acceptent facilement de vous soutenir dans vos actions de sensibilisation? C'est vrai qu'il y a... Il y en a qui comprennent et qui attestent que ceux qui se basent sur des croyances religieuses pour dire que la religion veut ça,
comprennent que c'est une mauvaise interprétation des textes bibliques et islamiques. Donc, eux maintenant nous aident à, lorsqu'on les approche, nous aident à toucher certaines personnes. Mais ce n'est pas encore à une échelle, à une grande échelle où on peut dire que bah voilà, on a atteint tel pourcentage de leaders religieux qui adhèrent à la question. C'est pour ça qu'un travail de plaidoyer est en train d'être fait pour voir comment est-ce qu'ils peuvent nous aider. Déjà, clarifier les valeurs, leur dire ce que nous faisons, le bien fondé de la chose. Nous ne sommes pas venus pour gâter la population, mais pour apporter la bonne information. Celui qui a la bonne information décide de faire quelque chose, le fait en toute connaissance de cause. Ce n'est pas en empêchant aux jeunes d'avoir l'information qu'ils ne va pas faire. Ils n'iront pas à l'action. La preuve, on a encore, je pense, 3000, on a réalisé 3000 cas de grossesse en milieu scolaire l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'information qu'ils ne font pas, plutôt leur garantir la bonne information pour leur faire des choix judicieux va plutôt aider. Et dans les prêches, si par exemple le pasteur dit, ok, vous là, est-ce que vous connaissez comment ça? Genre, les gens iront avoir la bonne information. Mais si c'est le pasteur qui dit, non, je ne veux pas que les femmes de mon église utilisent la contraception. Je ne veux pas que les femmes ne doivent pas s'asseoir à côté des hommes lors du culte. Quoi. Ça va renforcer, ça va renfermer les croyants parce qu'ils vont se dire, oh, notre pasteur a dit, notre imam a dit. Mais si eux sont avec nous et comprennent, ça faciliterait la chose. D'accord. Docteur Frédéric, Madame Brachmini a dit tout de suite quelque chose qui nous a fait rigoler, mais je me rends compte que ce n'est pas forcément de la faute de ces femmes. Quand elle dit que certaines femmes ne savent même pas comment doit se présenter l'appareil génital de la femme, on ne nous l'a jamais appris. C'est-à-dire que tu grandis et tu découvres. Pour les instruites, elles peuvent faire des recherches et voir, voilà. Mais pour des femmes non instruites ou celles qui ont été contraintes, ne serait-ce que par par la religion, à ne pas s'intéresser à tout ce qui est sexuel, on peut arriver à l'âge adulte, même concevoir son enfant sans savoir comment doit se présenter l'appareil génital féminin. Vous en rencontrez des cas? Bon, oui. En fait, c'est ce qu'elle essaie de dire. En fait, le problème, c'est la vraie information, en fait. Parce que ce qu'on refuse aux jeunes d'avoir, ils iront dans la rue pour l'avoir. Si on refuse qu'on parle de la sexualité correctement, elles vont aller voir quelqu'un qui va se dire, ok, non, t'inquiète, ça, c'est fini. Quand un enfant pose une question à sa maman, que maman, c'est quoi ça? Et on le tape. À l'école, elle va demander à sa copine. Bon, la copine aussi, elle va raconter ce qu'elle veut. Donc, l'essentiel, c'est la bonne information. Et dans le cursus scolaire, c'est le plaidoyer qui est en train d'être fait. Qu'il y a ces genres de matières, je ne sais pas comment formuler, pour des modules, pour qu'on enseigne vraiment les différentes parties. Ce n'est pas, on ne le dit pas pour que les enfants aillent coucher. Non, c'est ce que les parents, de toute façon, les autres qu'on le fasse ou non, s'ils ont envie de coucher, ils iront coucher. Voilà. Au fait, donc il faut qu'il y ait vraiment ces modules aussi, que déjà les parents se forment, parce que nos parents aussi n'ont pas la bonne information. Après, ce n'est pas aisé pour eux aussi de s'asseoir avec leurs enfants et d'en parler. C'est une sensibilisation. Nous devons quand même arriver à cette étape où la maman peut discuter sans tabou, comme on le fait déjà dans l'émission. Oui, quand la maman discute sans les tabou, choses avec leur nom. Ne pas avoir honte. Que papa discute clairement avec son enfant. Lui donner les informations qu'il a besoin par rapport à son âge. À un certain âge, c'est pas peine d'aller détailler trop aussi. Voilà, c'est la bonne information. Ça suit l'âge. Et quand l'enfant est dans l'adolescence, présentez-lui tout, afin qu'il ou qu'elle fasse ses choix judicieusement en connaissance de cause. Voilà. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, que depuis la cellule familiale jusqu'aux acteurs éducatifs à l'école, dans les églises, aux mosquées, partout, comme vous le faites déjà avec les émissions, qu'on puisse donner la vraie information concernant une sexualité épanouie, Il le faut. Alors, je vais vous poser une question. On va aller dans la pratique, je vais dire. Pour les femmes qui nous suivent et pour les femmes excisées, dites-nous, docteur, comment se présente l'appareil génital féminin pour qu'une femme qui nous suit, qui est excisée, puisse se rendre compte,
qui a un problème avec elle, ou que celles qui ne savent pas forcément comment ça doit se présenter, qu'elles sachent à partir d'aujourd'hui que voilà, je suis une femme, voilà ce que je dois avoir comme appareil génital féminin. Bien, Donc, je crois que... Comment je vais le dire? Parce qu'il faut dessiner normalement. Mais je crois que nous sommes à l'ère... Dessiner avec les mots. Ça serait difficile. Mais nous sommes à l'ère de la technologie. Oui, et il suffit de... Oui, j'arrive, ne t'inquiète pas. Ceux qui peuvent là, taper vulve, organe génital externe, ça va sortir. Généralement, au niveau de la vulve, ce n'est pas quelque chose qui est plate. Du début, du haut vers le bas, ça ne doit pas être plate. Voilà. On doit avoir deux petits reliefs. Ce que nous appelons clitoris, c'est comme voilà, un petit bout de chair qui sort, qui doit être en haut. Et maintenant... Oui, mais bon, genre, quand une femme se déshabille, qu'est-ce qu'on trouve en premier dans l'appareil génital féminin? Qu'est-ce qu'on trouve en premier? D'abord, les pilosités. D'accord. Les poils, qui couvrent tout. Oui. Maintenant, quand on dépasse les poils, il doit avoir deux organes qui, je peux dire, peuvent se fermer, voilà, qui se rencontrent. Voilà, qui seront les grandes lèvres. Et quand on les écarte un peu, les petites lèvres aussi un peu, donc celle qui doit faire la forme conique un peu, voilà, qui doit venir se rencontrer et qu'on puisse ouvrir, voilà. Donc dans l'infibulation, voilà, on ferme comme ça. On ne veut plus que ça sorte à tout bouge de champ. Voilà. Donc on a les grandes lèvres, la petite qui est un peu en bas des grandes lèvres. Donc les grandes lèvres couvrent les petites lèvres. Et un peu en haut là où va se joindre les grandes lèvres, on doit avoir ce petit bout qui sort comme mon petit doigt là, le gland qui sort. C'est ça le clitoris, le gland du clitoris. Et dans les orifices? Oui. Nous en avons plusieurs. Nous en avons plusieurs, mais les principaux, l'orifice qui est en haut, petit, qui nous permet d'uriner. Parce que les femmes au moins maîtrisent cela, qu'il y a un autre orifice qui permet d'uriner. Oui, et l'autre qui est un peu plus grand, qui est le vagin. Voilà, l'orifice vaginal et l'orifice qui permet d'uriner, le mère urinaire, qui est un peu en haut. Lui, c'est plus petit, un petit point, voilà. Et l'orifice vaginal qui est un peu plus élargi. D'accord. Et les règles sortent par les orifices vaginaux. Oui. Et quand c'est le moment des relations sexuelles, c'est également cet orifice vaginal. Oui, puisque ne peut pas rentrer, la vache ne peut pas rentrer dans l'orifice. Mais certaines femmes te diront que bon, on ne sait pas où ça va rentrer, on ne sait pas exactement. C'est le grand trou, l'orifice vaginal, le grand trou. Voilà ce qu'on peut dire. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à un couple qui n'arrivait pas à faire d'enfants et tout, qui sont allés à l'hôpital. Bon, ils sont allés à l'hôpital, etc. Rien ne marche. Et on était quelque part. En pleine discussion. Et ils ont commencé par parler. On leur a juste demandé, vous couchez comment? Genre, c'est comment vous faites ça? Genre, c'est pas dans la bonne orifice. Docteur, vous voyez. Vous voyez. Vous avez complètement raison. Vous voyez. Et comment? C'est-à-dire, l'homme ne sait pas où il faut mettre et la femme aussi ne sait pas. On ne parle pas de sexe. Voilà. Rien. Jusqu'au mariage. Genre, jusqu'au mariage, on pense que genre, ok, quand ils sont mariés, là, genre, ça vient comme, je sais pas, genre une vision. Une illumination céleste. Genre, ça directement comment. Ils ne savaient pas dans quel orifice mettre. Mais je pense qu'il y a des programmes dans les églises qui permettent justement, qui veulent aussi enseigner la sexualité. Et mais est-ce qu'on arrive facilement à mettre les noms sur les choses? Oui, dans ces programmes, oui. J'en ai rencontré, j'oublie le nom du programme, j'en ai rencontré. Et oui, on en parle clairement. Et même quand on suit les jeunes couples qui vont se marier, pour éviter justement, quand on s'approche des dates, voilà, on leur fait asseoir et on leur parle de cela. Il y a de rares personnes, de rares églises arrivent à le faire. Et c'est ce qui est louable. Et c'est ce qu'on devait continuer à faire. Ça doit, les autres doivent voilà, tout le monde doit pouvoir le faire. Trouver un petit temps pour éduquer ces jeunes. Pour que, dès que nous, la jeunesse, nous aurons l'information, la génération qui viendra après nous aura aussi cette information. Mais c'est quand nous aussi, dans notre génération, on va essayer de camoufler les choses, eux aussi ne vont pas en avoir et ça va continuer. Va perdurer. Mais il faut que dans les églises, les programmes sont déjà là, mais il faut que ces programmes prennent de l'ampleur, touchent beaucoup d'églises et pour que ça se vulgarise. Ce n'est pas qu'on papa sache où mettre son engin et que maman sache comment l'accueillir. Voilà, ce n'est pas qu'on enseigne aux jeunes la dépravation. Non, mais quand la personne sait,
et la personne fait son choix. Alors, il fait le choix en connaissance de cause. Voilà. Et voilà. Réunit toutes les informations dont il a besoin. Voilà, et la bonne information, c'est le capital. Et docteur, est-ce qu'il y a un centre de prise en charge des femmes excisées dans l'ensemble de santé? Dans les centres de santé au Togo, il n'y a pas vraiment un centre qui est dédié. Non, on n'en a pas encore. Les cas se traitent au cas par cas et ce sont des associations voilà, qui nous aident le plus parce que le problème n'est pas seulement physique, mais c'est psychologique. Il faut créer des groupes de parole pour discuter avec ces femmes, qu'elles expriment le mal. Parce que, arrivé un moment, elles sont dépassées que, ok, mais il faut qu'elles à leur sort. Voilà, il faut qu'elles trouvent un cadre pour pouvoir parler. Librement. Mettre les mots sur les mots. Les mots OTS sur les mots. Ah oui, d'accord. Il le faut. Et c'est à partir de cela qu'elles se rendent compte, ok, oui, il y a quelque chose à faire. Quand l'autre en face va dire, ok, moi aussi j'ai subi ça, mais après tant, elle se dit, ok, je peux, moi aussi ça peut arriver, ok, pas de souci, maintenant je sais où trouver la bonne information, là où je peux aller pour qu'on m'aide. Et c'est ces associations, les ONG qui nous aident plus en adressant après les patients vers les personnels de santé qui peuvent les aider. Pour avoir des oreilles attentives à leur cause. Exactement. Alors docteur, y a-t-il des dispositions à prendre par une femme excisée pour essayer d'avoir ne serait-ce que de ressenti avant la reconstruction, quand on aura les moyens? Est-ce que quand je suis une femme excisée, je dois savoir qu'il y a certaines positions qui sont adaptées, ou bien voilà comment aussi je peux recevoir du plaisir sans forcément passer par la pénétration, par exemple? Bien, il y a dans la sexualité, comme on le dit, il y a certaines femmes qui sont plus clitoridiennes et certaines femmes qui sont vaginales. Pour nous, clitoridiennes, à qui on a coupé le clitoris? Voilà, en fait, c'est là-bas que ça va être un peu délicate, en fait. Puisque c'est le clitoris qui va procurer la plus grande partie. Maintenant, c'est là que son partenaire, l'homme aussi, doivent quand même amener, parce que c'est le plaisir, comme le dirait un de nos maîtres, c'est quelque chose de mental, c'est psychologique. Il faut amener la femme à avoir envie et que au cours de l'acte, qu'elle n'ait pas de douleur. Parce que c'est quand il y a de la douleur que prochainement, elle ne va même pas vouloir jusqu'à chercher ces sensations qu'on aura après. D'accord. Donc, en gros, voilà ce que nous pouvons dire sur ces femmes-là. Quand il y a c'est déjà excisé, c'est aussi à l'homme de savoir comment accompagner. Merci, docteur. Et Madame Rachimini, les hommes qui épousent ces femmes, est-ce en connaissance de cause? Est-ce que vous en rencontrez qui se disent qu'ils ne savaient pas? Et comment ça se passe? Comment ils vivent la vie de couple en tant que couple, un homme normal et une femme excisée? Il y a des hommes, par exemple, qui exigent que la femme soit excisée avant qu'il ne l'épouse. Et c'est là dont il y a la pression sociale et familiale pour que la femme, malgré son âge, avancée, le fasse avant de rentrer dans le mariage. Maintenant, il y en a qui découvrent leur femme ainsi dans le mariage. S'ils ont pratiqué l'abstinence et se sont mariés, c'est là que le monsieur découvre. Et si le monsieur aussi n'a pas connu d'autres femmes avant elle, il ne sait pas forcément comment un vagin normal se présente. Bon, c'est comment l'appareil génital féminin se présente. Et on a reçu des témoignages où le monsieur se plaint que la femme ne vient pas vers lui, que c'est tout le temps lui qui va vers elle. Et la femme se plaint des douleurs, qu'elle n'aime pas ça. Elle ne ressent pas du plaisir en faisant l'acte sexuel. Du coup, c'est une corvée. Oui, c'est une corvée pour elle. Du coup, ce couple-là le monsieur pense que la femme ne l'aime pas assez, mais c'est parce que la femme a un problème. Voilà. Du coup, les deux vont suivre une thérapie, apprendre avec un sexologue, leur réapprendre comment s'adapter à la situation à laquelle ils font face et améliorer leur sexualité. Il y a des cas comme ça qui sont présents. Maintenant, pour les hommes qui exigent des femmes d'être excisées avant d'être épousées, ces hommes-là, la plupart ne pensent qu'à leur propre plaisir sexuel, ne prennent pas en compte les difficultés de la femme. Genre, quand lui, il veut, et puis il finit. Tu as ressenti pour toi ou pas, lui, il a fini pour lui. Tant qu'il a son... il a fini pour lui. Il sait que s'il voyage pendant 100 ans, il revient, tu seras là, l'attente, tu n'iras pas quelque part d'autre. Du coup, ça, c'est pour certains hommes. Mais d'autres qui ne savent pas, quand même, acceptent d'aller avec leur femme en thérapie de couple et voir un sexologue pour voir comment est-ce qu'ils peuvent arranger leur sexualité pour que et lui et la femme puissent jouir
de leur sexualité. D'accord. Et pour les femmes excisées qui voudraient être entendues, qui voudraient être accompagnées, est-ce que vous êtes une personne de référence ou sinon, est-ce que vous avez des contacts vers lesquels les rediriger? Vous connaîtrez-vous des associations d'écoute pour ces genres de cas? Comme l'a dit le docteur, il n'y a pas une association vraiment qui est focalisée là-dessus. D'accord. Mais je sais qu'il y a des ONG qui font dans beaucoup de choses, y compris l'accompagnement des femmes excisées. Il y a, j'oublie un peu le nom de la pathologie, quand la femme accouche et Les fistules. les fistules. Oui, Mhm. du coup, ces genres d'ONG accompagnent aussi les femmes. Oui, D'accord. donc, ils ne disent pas spécifiquement qu'ils font ceci, mais si vous allez avec votre problème, ils verront si c'est pas à leur niveau où vous redirigez, ou c'est un programme qui arrive, parce que généralement, ces genres d'opérations se font sous programme. C'est un programme qui vient, il vous dit, OK, pour l'instant, voilà le soin qu'on peut vous faire, mais dans tel moment, revenez pour qu'on vous fasse l'opération pour retrouver votre féminité. corps. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des mots de fin en endroit de nos téléspectateurs? Oui, déjà merci aussi vous parce en que prie. c'est très important qu'on fasse connaître cette pathologie, si je peux le dire ainsi. Cette pratique qui est néfaste et le sentiment que nous avons face à cette mutilation est toujours négatif. On se dit non, fallait pas le faire. Et ce qui est très important, si une femme est excisée, qu'elle cherche les personnels de santé, les psychologues, pour ces programmes pour discuter avec, pour trouver. Maintenant, pour ceux et celles qui veulent continuer encore dans cette tradition, nous souhaiterons leur dire vraiment, il faut que cela cesse. Depuis les autorités religieuses, culturelles, traditionnelles, il faut vraiment avoir encore des oreilles très attentives dans la population pour que vraiment, au Togo, dans l'Afrique, surtout de l'Ouest, au Moyen-Orient, que d'ici quelques années, nous pouvons avoir des rapports qui nous disent que la mutilation génitale a régressé. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup, docteur. Et madame? À mon niveau, je vais vous remercier pour l'émission et demander à la population de donner l'accès à l'information aux jeunes et adolescents. Avoir des discussions sans tabou avec les jeunes, dans la famille, en tant que parent, en tant que grande sœur, ou institution, ou personnel éducateur, personnel soignant et tout. Avoir des discussions sans tabou avec les jeunes pour qu'ils puissent avoir accès à l'information et aux services. Certains jeunes disent qu'ils sont discriminés quand ils se rendent dans les centres de santé parce que, vu leur âge, hein, tu as 15 ans, tu pars du quoi? Donc, ils se font face à certaines discriminations. Donc, rendre le service disponible pour eux, avoir des discussions sans tabou et dénoncer. Si vous êtes victime de la mutilation génitale féminine ou vous connaissez un enfant qui vient d'être victime, dénoncez. Parce que en Afrique, on a cette pratique de famille, non, on ne va pas dénoncer tel. Mais si vous ne dénoncez pas, ça fait de vous un complice et c'est puni par le code pénal. Il y a des sanctions qui pèsent là-dessus. Les sanctions vont de 2 mois à 5 ans d'emprisonnement et au-delà. Et il y a des peines, il y a des amendes aussi. Dénoncer va aider à réduire le nombre de victimes. Donc, l'accès à l'information, les discussions sans tabou. Aujourd'hui, on a parlé de la mutilation génitale féminine, mais il y a d'autres mots dont les petites filles souffrent dans les familles. L'inceste, énormément de choses dont les petites filles vivent dans les familles. Discuter avec elles pour qu'elles puissent vous parler ouvertement. Ça va aider à réduire beaucoup de mots de la société. Et enfin, dénoncer. Merci beaucoup, madame. Merci à mes deux invités pour votre disponibilité. Vous l'aurez compris, c'est la fin de notre émission du jour. J'espère que vous nous avez suivis avec intérêt et que vous avez pu tirer des informations de nos échanges. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.